Des scientifiques viennent de découvrir que la croûte terrestre sous la mer de Marmara émet des signaux sismiques qui ressemblent exactement à ceux qui précèdent un séisme majeur. Un séisme capable d'ébranler des côtes entières et de propulser des vagues vers des villes densément peuplées. Pendant des années, les scientifiques se sont concentrés sur les ruptures visibles à la surface, parce qu'elles étaient faciles à mesurer et à cartographier. Mais aujourd'hui, ils ont dressé une carte détaillée d'un immense système de failles sous le fond marin. La Méditerranée se trouve déjà à un carrefour dangereux, où d'énormes plaques tectoniques se rencontrent. Ces plaques poussent, frottent et s'étirent les unes contre les autres, et ce mouvement constant génère un stress colossal. La croûte s'amincit avec le temps, et une croûte plus fine absorbe beaucoup moins bien les contraintes. Le stress s'accumule, la pression monte, et les signaux venus des profondeurs montrent que certaines parties de ce système de failles ont commencé à bouger de manière inhabituelle. La nouvelle carte révèle que les futurs grands séismes pourraient se déclencher aux frontières entre les sections les plus fragiles et les plus résistantes de la croûte, ou le long des bordures de zones à forte résistivité. Ils ont identifié l'un des endroits les plus probables, sous la mer de Marmara. Ce qui rend cette découverte si impressionnante, c'est l'échelle. Les failles du fond marin forment de longs corridors où l'énergie peut s'accumuler pendant des décennies, voire des siècles. Les scientifiques avertissent que cette configuration est exactement celle qui peut produire un super séisme. Un événement sismique massif capable d'ébranler de grandes villes côtières et potentiellement de générer des tsunamis. Un tsunami se forme quand le fond marin se déplace verticalement et déplace d'énormes quantités d'eau. Donc, c'est tout à fait plausible dans ce contexte. L'eau libérée se propage vers l'extérieur en vagues puissantes, capables de traverser des mers entières. La Méditerranée compte des dizaines de littoraux densément peuplés, donc ça pourrait affecter des millions de vies. Justement, zoomons sur Istanbul, la ville la plus grande et la plus peuplée de Turquie. L'énorme faille située juste en dessous ne se comporte pas du tout comme les scientifiques le pensaient. Pendant des années, les experts ont étudié la faille principale de Marmara, une branche de la faille nord-anatolienne qui passe sous la mer de Marmara, et ils craignaient qu'elle ne se rompe d'un seul coup en une rupture monstrueuse. Ce genre de cassure pourrait déclencher un méga-séisme de magnitude 7,5 ou plus. Mais quand les scientifiques ont lancé des simulations informatiques détaillées couvrant plus de 10 000 ans de cycle sismique, ils ont observé autre chose. La faille ne se comporte pas comme une immense fermeture éclair prête à s'ouvrir d'un coup. Elle ressemble plutôt à une rangée de carreaux connectés qui se brisent par section. Et la raison se trouve à des kilomètres sous le fond marin. Ça s'appelle la rhéologie. En gros, c'est comment les matériaux se déforment sous la contrainte, comment les roches plient, s'étirent ou cassent quand on les comprime fort. Sous le centre de la mer de Marmara, d'énormes couches de boue compactées, de sable et de débris reposent sur une croûte plus chaude. Dans ces couches supérieures, les sédiments se déforment généralement lentement et régulièrement, surtout à faible profondeur où la pression et la chaleur interagissent de manière spécifique. Plus en profondeur, les températures élevées affaiblissent les roches. La roche chaude se déforme plus facilement que la froide. Cette chaleur agit comme un frein intégré qui limite la distance de propagation d'une rupture dans la croûte. Quand les chercheurs ont modélisé le cycle sismique en 3D, ils y ont intégré des mesures de flux de chaleur, des données de friction et des détails structurels, puis ont simulé des milliers d'années d'activité. Quand ils ont pris en compte à la fois l'épaisseur des sédiments et les différences de température, le modèle a enfin collé avec l'histoire, y compris les puissants séismes de 1766 et 1912. Et aucun des événements simulés n'a dépassé une magnitude de 7,3. Ce niveau de secousse peut effondrer des bâtiments, fracturer des infrastructures et provoquer des glissements de terrain. Mais c'est bien différent du scénario catastrophe d'une rupture continue d'un bout à l'autre de la côte. En fait, les différentes sections se comportent de manière différente. Les segments occidentaux produisent des séismes plus réguliers, avec des événements de magnitude 7,2 environ tous les 150 ans. Les sections orientales génèrent des doubles séismes plus petits, des événements successifs entre magnitude 6,2 et 6,8 environ tous les 100 ans, et un séisme de magnitude 7 environ tous les 500 ans. Certaines parties de la faille ne cassent pas du tout, elles glissent. Les scientifiques appellent ça le blissement superficiel, quand la faille coulisse sans produire de séisme majeur. Ça relâche la tension en douceur, un peu comme quand on laisse l'air s'échapper d'un ballon au lieu de le faire éclater. Les mesures GPS et les essaims de petits séismes répétitifs au cours des 20 dernières années confirment ce glissement lent près du bassin central.
Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Istanbul, une ville de plus de 15 millions d'habitants, assise pratiquement sur ce système? Un séisme de magnitude 7 ou 7,3 près de la ville pourrait quand même secouer des quartiers entiers, surtout si deux événements puissants frappent coup sur coup. Les infrastructures, les bâtiments anciens et les quartiers denses sont les plus exposés. La faille n'a pas produit de rupture majeure dans cette section depuis 1894, ce qui signifie plus de 130 ans de contraintes accumulées. Les simulations montrent que des événements majeurs pourraient survenir dans les prochaines décennies. Et puis il y a Santorin, où plus de 28 000 séismes se sont produits en quelques mois seulement, début 2025. La plupart des secousses étaient faibles, mais certaines ont atteint une magnitude de 5, fissurant des murs, mettant les nerfs à rude épreuve et forçant les autorités à fermer des écoles et évacuer des zones de l'île. Et il ne s'agissait pas simplement de plaques tectoniques qui frottent comme d'habitude. Cet essaim se déplaçait. Les épicentres ont migré progressivement vers le nord-est, en direction du volcan sous-marin Colombo, à environ 8 km au large. Cette migration a indiqué aux scientifiques que du magma était en mouvement. Les chercheurs ont estimé qu'environ 300 milliards de litres de magma, de quoi remplir à peu près 120 000 piscines olympiques, ont surgi des profondeurs, à environ 18 km sous la surface. Il est monté rapidement, puis s'est bloqué à environ 3 à 4 km sous le fond marin. Et tout ça se passait le long de l'arc hellénique, l'une des zones de subduction les plus actives d'Europe, là où la plaque africaine plonge sous la région eurasienne. Les séismes migrent souvent dans cette zone, vers les îles voisines. L'histoire le confirme. Les tremblements de terre d'Amorgos, en 1956, ont provoqué des secousses massives et un tsunami dans toute la région. Alors quand 28 000 secousses illuminent le réseau, on fait attention. Cet épisode a changé la compréhension des essaims volcaniques. Maintenant, ils savent que le magma peut fracturer des kilomètres de croûte, remodeler des réservoirs souterrains sans jamais atteindre la surface. Il peut charger le système pour l'avenir sans appuyer sur la gâchette aujourd'hui. Et c'est important, parce que quand le magma bouge comme ça, il modifie les champs de contraintes souterrains et la façon dont les futurs séismes pourraient se développer. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont désormais des outils de surveillance impressionnants, fournissant des données sismiques en temps réel. Des capteurs sous-marins et des mesures de gaz près des évents volcaniques sont intégrés dans des modèles de risque combinés. Si le magma recommence à accélérer vers la surface, les chercheurs le verront et agiront. Et il y a une autre idée audacieuse en matière d'alerte au séisme et au tsunami. Utiliser les câbles Internet sous-marins à cette fin. Près d'1,5 million de kilomètres de ces lignes en fibre optique posées sur le fond marin transportent des données. Mais les scientifiques ont découvert qu'elles peuvent aussi détecter d'infimes variations des signaux lumineux causés par les vibrations sismiques. En termes simples, quand le sol tremble, le câble le ressent. Et ça pourrait être incroyablement utile, parce que prévoir les séismes, même sur Terre, c'est compliqué. Dans l'océan, ça semblait quasiment impossible, vu qu'on ne peut pas facilement disperser des milliers de capteurs sur le fond marin. Mais ces câbles sont déjà là, ils traversent des fosses profondes et des plateaux continentaux. Si les chercheurs les utilisent comme capteurs, ils peuvent surveiller les mouvements tectoniques en temps réel, sur d'immenses zones. Pour une région comme la Méditerranée, avec ses failles cachées, ses volcans actifs et ses côtes surpeuplées, ce système pourrait offrir de précieuses secondes ou minutes d'alerte. Quelques secondes, ça paraît peu, mais une alerte précoce permet aux trains de s'arrêter, aux conduites de gaz de se couper et aux gens de s'éloigner du danger immédiat. Le projet d'utilisation des câbles à fibre optique pour le fond marin, ou FOCUS en version abrégée, n'a encore alerté personne sur une vraie catastrophe. Mais il a eu 2 fausses alarmes. Il a réagi à un glissement de terrain sous-marin et à des sacs de lest qui ont appuyé sur les câbles. Ça prouve que le système fonctionne et pourrait sauver des vies en cas de danger réel, surtout dans des régions vulnérables comme la Méditerranée. Elle a façonné des civilisations pendant des milliers d'années, et aujourd'hui, la science révèle qu'elle continue de se façonner elle-même. On ne peut pas arrêter les plaques tectoniques ni refroidir les chambres magmatiques, mais on peut comprendre les schémas, réduire la vulnérabilité et concevoir des villes plus intelligentes.